Problématique narcissique. Problématique On va narcissique dire ça. va impliquer que la personne est ce que j'appelle auto-centrée, c'est-à-dire uniquement centrée sur ses propres sensations. Donc j'imagine qu'on n'a pas non plus un sentiment de sécurité. Donc, il n'y a pas forcément de sécurité et que cette personne-là va demander à l'autre. Bonjour à tous, bonjour Bruno. Bonjour. Bruno Dubos est psychiatre et hypnothérapeute, il est avec nous, il a eu la gentillesse de bien vouloir se joindre à moi pour répondre à des questions sur la sexualité, parce qu'il y en a eu quelques-unes quand même sur la vidéo qu'on a faite, je vous renvoie à la vidéo. Donc tu es aussi créateur du concept des âges clandestins, donc tu vas juste nous parler un petit peu avant de répondre aux questions. Oui, le concept d'âge clandestin, en fait, c'est le fait que notre âge de notre carte d'identité n'est pas toujours celui avec lequel on rentre en relation avec les autres et qu'il arrive qu'on puisse, alors qu'on est adulte, être en relation comme un enfant ou comme un adolescent ou parfois comme une vieille personne quand on ne l'est pas et que effectivement ces états où on va se mettre en relation de façon différente de notre âge officiel ou légal, on va dire, conditionne beaucoup nos relations et des enjeux autour de nos relations et des effets que ça peut avoir pour soi et pour l'autre. Et ça a tout à voir dans la sexualité, Absolument. la relation amoureuse, la relation professionnelle. Tout à fait. Enfin bref, c'est partout. Donc si tu veux bien, on va voir ça en répondant aux questions des internautes sur la sexualité. C'est parti. C'est parti. Roger te demande comment rester synchronisé sur le long terme. Je précise que si vous avez vu la vidéo à la fois sur le pervers narcissique et sur la sexualité, tu parles beaucoup de synchronisation parce que c'est un principe fondamental dans la relation, les âges clandestins, etc. Donc, Roger te dit, moi, je n'y arrive pas. Donc, je pense qu'il parle peut-être de la sexualité ou de la relation à long terme, amoureuse. Et puis, il te pose une autre question. Alors, j'ai dû faire des recherches parce que je ne sais pas ce que c'est. Et les shit tests, on en parle aussi, dit-il. Il y a deux questions dans la question, donc je vais essayer de faire deux réponses. Ouais, allez. Sur la notion de synchronisation, effectivement, alors c'est une notion qui est fondamentale chez l'être humain, mais qui est peu développée. On n'en parle quasiment pas, ni en psychologie, ni en psychiatrie, et pas non plus dans l'abord de la psychologie ou des relations humaines dans le grand public. En fait, la notion de synchronisation, c'est quelque chose de fondamental chez l'être humain, qui est la façon qu'on a corporellement, parce que la synchronisation, elle n'est pas psychologique, corporellement, de se mettre dans un rythme commun ou dans un mouvement corporel commun dans une relation, que ça soit une relation amicale, professionnelle, amoureuse, affective, mais aussi bien évidemment sexuelle. Cette synchronisation-là, soit elle se fait, soit elle se fait pas. Quand elle se fait, immédiatement, il y a pour les personnes qui se synchronisent une sensation de bien-être, de confort et de détente et de sécurité en fait. Et que cette synchronisation-là, corporelle, qui se produit sans qu'on en ait conscience, on peut dire ça comme ça, elle va nous permettre de nous accorder. L'accordage, c'est cette fois quelque chose de beaucoup plus émotionnel et psychologique. L'accordage, c'est la valeur que l'on va donner à la relation, à l'intention de l'autre et à la façon dont nous, on va avoir notre place dans la relation à l'autre et dans la façon dont l'autre nous laisse de la place dans la relation. Donc, pour qu'on puisse penser la relation de façon positive, il faut pouvoir être synchronisé corporellement. Ça, je dirais que c'est le général. Dans la sexualité, c'est exactement la même chose pour une raison simple, comme j'avais déjà eu l'occasion d'échanger avec toi là-dessus. La sexualité, c'est une intention relationnelle. J'aurais tendance à dire comme une autre, mais avec ses particularités, qui est que ça implique la sexualité et le génital dans sa globalité. Et donc, du coup, c'est quoi être synchronisé sexuellement ? Avant de se synchroniser sur des rythmes sexuels, il y a déjà la synchronisation relationnelle indépendamment de la sexualité.
Ce que je veux dire par là, c'est que si on n'est pas en phase ou sur la même longueur d'onde, ce sont des expressions qu'on connaît et qui font appel effectivement à cette notion de synchronisation corporelle. Tu peux nous dire concrètement la synchronisation corporelle? Alors la synchronisation corporelle, en fait, c'est dans le grand public, on dit ouais, on a l'impression d'être sur la même longueur d'onde, ou c'est les mêmes choses qui nous font vibrer. En fait, ça fait référence à quelque chose de cognitif ou de psychologique. Mais il ne faut pas perdre de vue que le premier niveau, quand on vibre ensemble, c'est qu'on vibre corporellement ensemble. C'est-à-dire que nos rythmes corporels, ça peut être notre tonicité musculaire, le rythme de notre respiration, le rythme de nos mouvements, finissent par se synchroniser. C'est comme une espèce de danse. Fluide. C'est fluide. Et quand deux personnes sont synchronisées corporellement, elles sont sur le même rythme corporel. Il n'y a pas de mesures qui sont faites sur si on faisait des électrocardiogrammes à ce moment-là, parce que bon, c'est compliqué, mais ça n'empêche que, pour les fondamentaux de la relation mère-enfant, les rythmes cardiaques s'accordent. Même si le rythme cardiaque du nourrisson est très élevé, il s'accorde un peu comme en musique, un tempo de, je sais pas moi, 120, c'est 2 fois 60. Ok. Et donc, dans la relation, avant la relation sexuelle, il y a cette synchronisation-là qui permet de s'accorder sur le fait qu'à un moment donné, dans la sexualité, on va avoir la même intention. Et c'est là que c'est important. C'est-à-dire que cette synchronisation nous permet de ne pas nous poser la question de savoir si l'autre il a envie ou pas. Oui. Parce que ça se sent et que l'autre le sent aussi. Ce qui fait qu'effectivement, même si c'est un peu une digression, mais à ce jour, la question du consentement, elle est fondamentale. Mais il ne faut pas perdre de vue que la question du consentement se produit à chaque fois que les gens ne sont pas synchronisés. Or, aujourd'hui, effectivement, et c'est quelque chose de pas admissible, certains individus considèrent que comme ils ont envie, quoi. Mais la question du consentement ne se produit plus quand on est synchronisé et que donc d'un point de vue d'accordage, d'un point de vue émotionnel et psychologique, on est tous les deux OK pour être dans la même intention et moi je vais sentir de l'autre par les effets positifs corporels la possibilité que l'autre, mon partenaire, puisse être OK pour du sexe et inversement. Ce qui fait que du coup, cet accordage rend la question du consentement tacitement OK, puisque tout le monde est d'accord. Et ensuite, dans la sexualité, quand tu parles d'accordage, tu as dit tout à l'heure, si je me souviens, je me suis peut-être trompée, c'est la représentation. Alors oui, c'est-à-dire la pensée qu'on met sur la relation. Moi, j'avais pensé que l'accordage, c'était le fait donc de partir de la synchronisation, donc c'est les ça va rythmes, ensemble. La voix. Ça va ensemble, c'est-à-dire qu'ils sont indissociables. À partir du moment où on est synchronisé corporellement, on récupère la capacité de s'accorder, c'est-à-dire de pouvoir tous les deux, dans un moment, être OK sur l'intention que je donne à l'autre, l'intention que l'autre me donne, et du coup, on ne peut pas enlever l'un de l'autre. Et dans la sexualité, je dirais qu'une sexualité épanouie, c'est une sexualité dans laquelle, avant qu'il y ait quelque chose de purement psychologique, de la pensée autour de la sexualité, il y a cette synchronisation corporelle dans la relation et cet accordage qui est alimenté par la synchronisation, et la synchronisation, elle alimente l'accordage, donc c'est un cercle vertueux, ça va ensemble. Et du coup, comment être synchronisé tout le temps sur le long terme? Sur le long terme, alors, il faut bien prendre en compte que ça dépend ce qu'on appelle le long terme. Dans une relation dite de couple, qui soit homosexuel, hétérosexuel, on s'en fiche en fait, c'est pas le problème. Il y a plusieurs temps. Le premier temps, c'est le temps de la rencontre. Celle-là, elle est ponctuelle, elle est temporellement limitée dans le temps. Avant, on ne se connaît pas, après, on se rencontre. Donc, ce qui fait qu'au bout de 30 secondes, on ne se connaît pas, mais on commence à se connaître. Dans ce temps de cette rencontre-là, les premières expériences de synchronisation et d'accordage se font ou pas.
Alors on dit des fois il faut plusieurs rencontres pour se rendre compte que finalement c'est ok. Effectivement, mais ce qui est en jeu à chaque fois, c'est cette synchronisation et cet accordage, qui lui n'est pas du tout psychologique, du moins au début, mais que bien évidemment après, même dans la rencontre, la synchronisation elle est quasiment immédiate, ou pas. C'est quelque chose de temporellement très, très court, ça se fait ou ça se fait pas. Quand on rencontre quelqu'un et qu'on dit ça match tout de suite, donc c'est vraiment c'est qu'effectivement la synchronisation se fait. J'en profite au passage pour bien repréciser que les applis de rencontre, on peut trouver quelqu'un d'extrêmement beau, intelligent, sympa, drôle, ayant de l'humour dans les messages, mais c'est pas parce qu'on a de l'humour dans les messages et qu'on est ok sur ce qu'on raconte qu'on va pouvoir se synchroniser corporellement. Et que quoi qu'il arrive, ce qui fait une rencontre, c'est une rencontre corporelle, physique, émotionnelle et psychologique. Donc tu veux dire que les réseaux sociaux, les applis de rencontre... Oui, c'est des accélérateurs de rencontres, mais ce ne veut pas dire que c'est un accélérateur de synchronisation. Ouais, c'est ça. Et que c'est pas parce qu'on s'entend bien sur le net que nos corps vont s'accorder. Cette notion de synchronisation-là, elle est immédiate ou pas, et parfois il faut quelques rencontres ou quelques expériences de cette relation débutante pour qu'à un moment donné on le sente ou pas. Là-dessus, comme je l'avais dit, viennent se mettre cette notion d'accordage, c'est-à-dire qu'on se prête la même intention, on est ok sur les intentions qu'on a ensemble, mais il ne faut pas perdre de vue qu'en même temps on a des attentes et des besoins. Eh oui, alors ça doit être sa question à Roger sur les attentes et les besoins. Et donc, j'y viens quand Roger demande si effectivement on peut synchroniser toute la vie ou comment se synchroniser à long terme. Le problème, c'est que en tant qu'individu, on grandit, on se développe toute la vie, ce qui fait que nos attentes et nos besoins en matière d'affection et de sexualité ne sont, si on continue à évoluer, pas forcément les mêmes à 15 ans, à 20 ans, à 30, même à 35, etc. Et que les événements de vie, les choses qu'on vit, ce que l'on développe dans sa vie, fait que certaines choses qui nous intéressaient ou qui répondaient à nos besoins à un moment donné, peuvent ne pas y répondre après. Et que, effectivement, à nouveau peut se produire un désaccordage, c'est-à-dire une absence de consensus commun sur ce que l'on attend de l'autre. Dans tous les cas, à chaque fois que ça se produit ça, il y a une désynchronisation corporelle qui se produit aussi, puisque c'est inhérent à la relation. Donc on ne peut pas enlever la synchronisation corporelle des pensées qu'on met dessus. C'est tellement imbriqué qu'on ne peut pas séparer l'un de l'autre. Et que je dirais que dans la durée, en fait, ce qui se passe, le défi d'un couple qui dure, c'est, je dirais, comme un funambule sur un fil. En fait, ce qui fait tenir le funambule sur le fil, c'est qu'il est en déséquilibre tout le temps. Et c'est son déséquilibre qui lui permet de se remettre en équilibre et d'avancer. S'il est que en équilibre et qu'il devient rigide, il tombe. Et bien là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'un couple qui dure, ou une relation qui dure, c'est de la synchronisation qui passe son temps à se désynchroniser, pour se resynchroniser. Donc on fait ça tout le temps. Pourquoi ? Parce que si je reprends l'expression, on peut être sur la même longueur d'onde sur un certain nombre de choses, et puis à un moment donné de la vie, alors pas forcément au bout de 40 ans, il peut y avoir des attentes et des besoins qui sont différentes, et que forcément du coup, très souvent ce que l'on observe, c'est que si on considère qu'on peut évoluer dans la vie, on pense souvent qu'on évolue que psychologiquement. C'est-à-dire que nos pensées évoluent. Mais il faut bien prendre en compte que nos pensées évoluent, mais que notre corps, les sensations qu'il reçoit, la façon dont il se met en relation, évoluent aussi. Et que les attentes et les besoins sont très dépendantes aussi de notre état, et que ces attentes et ces besoins, on ne peut pas les dissocier de l'état de notre corps en relation et de la façon dont on se synchronise, parce qu'on ne synchronise pas à 8 ans comme à 15, comme à 30 et comme à 60, et que du coup, en permanence, alors parfois sur des temps longs,
parfois sur des temps plus courts. Ce désaccordage et cette désynchronisation, elle se produit, et le défi, c'est de se resynchroniser. Donc, pour répondre à Roger, c'est pas est-ce qu'on peut rester synchronisé tout le temps? Non, c'est impossible. C'est comme si on demandait à un funambule de rester immobile sur son fil. Ouais. C'est impossible. En revanche, pour se resynchroniser par rapport à des attentes de l'autre, ou que l'autre se synchronise par rapport à nos propres attentes qui peuvent évoluer, il est évident qu'il faut avoir suffisamment de sécurité en soi pour ne pas prendre un changement d'attente ou un changement de besoin comme une menace systématique de la relation. Ah oui. Parce que c'est pas parce qu'à un moment donné on évolue et qu'on a envie d'autre chose que forcément la relation elle est à mettre à la poubelle. Mais si on n'est pas suffisamment sécurisé, eh ben immédiatement, si on est tranquille sur une façon d'être en relation, puis que celle-là elle fonctionne, et que s'il n'y a que comme ça, parce que le reste du temps ça nous insécurise, il est évident que s'il y a des changements, ça va forcément nous mettre en insécurité, et que le défi, c'est de ne pas forcément jeter le bébé avec l'eau du bain. Il peut y avoir des attentes et des besoins qui changent, sans que pour autant, toute la relation soit à mettre à la poubelle. C'est vrai dans les attentes et les besoins d'un point de vue affectif, et dans les relations, et c'est aussi vrai d'un point de vue de sexualité. Et en fait, en permanence, c'est un ajustement. Donc alors, par contre, il est clair que c'est un défi. J'ai deux permanent. Questions. Si je peux te les poser maintenant? Absolument. Voilà. Donc mes deux questions. La première, c'est dans la sexualité, à ce moment-là, tu as des attentes et des besoins. Oui. Dans mon travail de thérapeute, j'ai eu affaire à des questions là-dessus, justement. Des gens qui me disaient comment faire par rapport à je pense à un couple en particulier qui venait me voir en couple et qui se demandait est-ce que j'en parle de mes attentes et des besoins à ma compagne, voilà, qui elle n'avait pas les mêmes attentes, en fait il n'osait pas le dire, et comment ce serait reçu, etc. Tu vois, bon, je ne parle pas du couple en particulier, mais absolument. Est-ce qu'il faut dire tiens ça me plaît, ça me plaît moins, Alors bien évidemment oui, parce que il ne faut pas non plus aller dans une espèce d'image idyllique du super couple où corporellement on est synchronisé tout le temps, on comprend les choses et on les sent avant que l'autre il les dise, et que ça roule, et que c'est tellement naturel et tellement fluide, etc. Ça peut l'être, mais dans une relation, c'est aussi important d'y mettre des mots. Parce que certaines attentes et certains besoins ne sont pas forcément devinables. Et en fait, ce qui fait qu'on peut s'autoriser ou pas à dire, c'est effectivement, j'en reviens encore une fois, à cette synchronisation, à cet accordage qui donne suffisamment de sécurité en soi et dans l'autre pour se dire « Ok, on peut parler de ça ». Si le simple fait de parler de ces trucs-là menace la relation, ouais, mais si je lui dis que j'ai pas envie de ça, peut-être il va me quitter, c'est qu'il y a quand même un problème de sécurité et d'accordage chez les deux. Parce que si quelqu'un se pose la question en se disant si je lui parle d'un truc et qu'il ou elle risque de se vexer ou que ça va pas faire et que ça va rompre la relation, ça veut dire aussi que l'autre en question a probablement aussi renvoyé des messages aussi corporels et de synchronisation, peut-être sur d'autres domaines que la sexualité, dans lesquels, s'il n'était pas content, immédiatement il coupait la relation. Donc forcément, ça limite considérablement le fait de pouvoir parler des choses. Oui, c'est important. En travaillant avec toi sur le thème de la sexualité, tu avais fait une distinction orgasme-orgasme. L'orgasme étant un réflexe, l'orgasme étant le plaisir à deux, mais la décharge, pas le plaisir, la décharge. Tout à fait. Il y a donc dans l'aspect féminin, il y a cette décharge à la fois pour le clitoris et vaginal. Bah oui, voilà. Et même éventuellement pour la zone anale, ça dépend. On avait vu que c'était une question aussi de synchronisation pour arriver à ces décharges-là, en dehors de l'aspect orgaste qui lui, est purement physiologique. Oui.
Et donc Tout à là, fait. il faut pouvoir en parler, dire voilà, ça Oui, va comme ça. absolument. C'est-à-dire que, encore une fois, l'orgasme est quelque chose de purement physiologique. C'est une décharge énergétique corporelle qui, d'ailleurs, n'implique pas forcément beaucoup d'émotionnel. Oui, c'est Ça ça. peut être quelque chose de très détaché. L'orgasme, c'est pour ça que je fais la différence entre les deux, et c'est pas qu'une question de jeu de mots, c'est que c'est vraiment très important, parce que souvent les gens confondent les deux. Et que, par exemple, il y a des gens qui disent « Ben ouais, mais tout seul j'ai un orgasme, et à deux j'y arrive pas ». Non, tout seul on a un orgasme. C'est-à-dire qu'on va créer tout seul une décharge physiologique, énergétique, corporelle. Dans l'orgasme, il y a la notion d'émotion, et que cette notion émotionnelle, elle renvoie à la notion de relation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir d'orgasme sans être dans une relation. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que si on n'a pas d'orgasme, c'est qu'on n'est pas en relation. L'équation n'est pas vraie dans les deux sens. Cependant, cette notion d'orgasme, c'est quelque chose qui est le plus souvent partagé parce que justement, il y a la notion de relation dans laquelle il y a la confiance et quelque chose d'affectif. Mais dans certaines relations, des femmes ou des hommes d'ailleurs peuvent avoir des orgasmes à deux. Donc chacun tout seul. Et que certaines filles ou certains garçons, ou hommes ou femmes, ont connu ces choses-là. C'est-à-dire l'impression que le partenaire est tout seul. Et que qu'il soit là, il est là, mais il est tout seul. Et que c'est une expérience qui est souvent pas très agréable, parce qu'effectivement, il n'y a pas de relation. Oui, et là, à ce moment-là, ça m'envoie à une question qui n'est pas posée, mais à laquelle je pense, sur les pervers narcissiques, parce que nous avons fait une vidéo ensemble sur les pervers narcissiques et on a travaillé sur cette question-là. Et j'ai envie de relier ces deux sujets en me disant, puisque on a là quelqu'un qui est dans le narcissisme, donc qui n'est pas très investi dans la relation, qui ne pense pas à l'autre. Absolument. J'imagine que dans la sexualité, et oui, ça a des effets sur la sexualité. C'est-à-dire que le pervers narcissique, ou du moins ou une problématique narcissique va impliquer que la personne est ce que j'appelle auto-centrée, c'est-à-dire uniquement centrée sur ses propres sensations. Donc j'imagine qu'on n'a pas non plus un sentiment de sécurité. Donc il n'y a pas forcément de sécurité et que cette personne-là va demander à l'autre des choses non pas pour partager, mais juste pour son plaisir à soi. En renvoyant, encore une fois, puisque c'est une relation comme une autre, que si la personne n'y adhère pas ou ne s'y plie pas, il y a un risque de rupture. Et il y a de couper la relation. De couper la relation, de rupture, peut-être de violence, peut-être de menaces, de culpabilisation. Absolument. C'est-à-dire, je comprends pas, t'es frigide, t'es nul sexuellement, c'est pas possible, mes autres compagnes c'était pas comme ça. Voilà. Dévalorisation. Voilà, mais c'est le même phénomène et le même processus relationnel, et il s'applique à la sexualité, puisque la sexualité est une relation comme une autre. Oui. Donc ça va aussi infiltrer la sexualité de fait. Ouais. Et qu'on retrouve dans la sexualité les enjeux qu'on a au niveau affectif et au niveau relationnel. Donc là, je vous renvoie à la vidéo sur les pervers narcissiques où tu parles, Bruno, à ce moment-là, des insécurités relationnelles, à la fois pour la victime qui reste dans cette relation, et ensuite par rapport au fait que ça soit un engrenage, en fait, et puis aux insécurités du pervers narcissique. Absolument. Donc on ne va pas partir sur la perversion sexuelle. Non. Voilà, ce sera peut-être l'objet d'une autre question. Là, on va n'en déjà a pas. se contenter des choses ordinaires de la vie. Alors, tu nous réponds sur les shit tests. Alors, ce que j'ai compris sur Internet, vous mettrez dans les commentaires si vous savez de quoi il s'agit. Ce que j'ai compris, c'est que c'était des tests qu'apparemment, d'après ce qu'il dit, certaines femmes feraient
pour tester la personne avec qui elle est, absolument. Voir si elle peut lui faire confiance ou pas, Ouais. et puis peut-être le manipuler. J'ai peut-être compris ça comme ça, je suis allée regarder rapidement. Manipulation, je ne sais pas, vérification des tests, oui. Alors ça pose effectivement, ça me fait venir plusieurs réflexions. Ouais. La première, c'est qu'encore une fois, aujourd'hui, on ne donne une valeur à une relation que par le comportement, c'est-à-dire la façon dont l'autre agit. C'est-à-dire qu'on va penser une relation de confiance par rapport à la façon dont on va vérifier que l'autre agit de façon conforme à ce qu'on attend. Le problème, c'est que si on est obligé de faire passer des tests et donc de vérifier, ça veut dire qu'on ne sent pas les choses. Et là, c'est imparable. C'est-à-dire que si on sent cette synchronisation et cet accordage dans la relation, il n'y a pas besoin de faire des tests de comportement. Ah, mais alors, c'est peut-être là où on va parler des applis de rencontres. C'est peut-être ça les tests, alors oui, peut-être, éventuellement. Oui, mais bien sûr. Parce que les rencontres se font peut-être... C'est que du coup, à partir du moment où on ne peut plus se fier à nos sensations, c'est-à-dire ce dont on a parlé tout à l'heure, le fait de pouvoir avoir l'impression ou la sensation qu'on est accordé, qu'on est ensemble, que ça match, que ça circule, que c'est fluide, ça c'est quelque chose de sensoriel, ça peut se penser si ça se sent. Si on enlève tout ce qui est de l'ordre du sensoriel dans la relation, on ne peut plus se fier qu'aux représentations de la sensation, c'est-à-dire de la relation, c'est-à-dire aux pensées de la relation. Ouais. C'est-à-dire que pour penser une relation, il faut la sentir. Si on enlève tout ce qui est sensation, on n'a plus à notre disposition que la pensée de la relation. Ouais, or, la pensée de la relation, elle va être sur quoi ? Sur ce que l'autre dit et sur ce que l'autre fait par rapport à ce qu'on va éventuellement lui faire tester, puisque on n'a plus la possibilité de sentir les choses. Ou alors, soit on les sent pas, soit on a perdu l'habitude de sentir, ou alors on dit ah ouais mais si je sens c'est pas fiable, parce que le seul truc fiable c'est ce qu'on pense. Depuis que je fais le travail de psychiatre et de psychothérapeute, je m'aperçois que la pensée n'est pas toujours extrêmement fiable. Par contre, les sensations le sont. On sent pas. On ne peut pas faire une erreur de sensation, mais on peut faire une erreur de jugement ou une erreur d'interprétation. Mais les sensations, elles sont ce qu'elles sont. Si c'est tranquille, chaud, confortable, détendu, c'est pas contestable. En gros, si on se sent bien, quoi, tranquille, chaud, confortable. Et qu'effectivement, à partir du moment où dans les relations, on commence à créer des relations sur de la pensée de la relation et sur de la représentation de la relation, parce que les applis de rencontre, c'est des représentations de la relation, puisqu'on va se mettre en scène, on va dire des choses, on va mettre une photo, peu importe, et on va éventuellement échanger, mais là, on n'est pas dans la relation, on est dans une représentation de la relation. C'est-à-dire qu'on va donner à voir quelque chose. Ok. Donc, si on n'a plus pour se fier que ce qu'on donne à voir, je comprends qu'il va falloir faire des tests. Oui, je comprends. Mais sinon, il n'y a pas besoin. C'est la même chose pour les relations à distance. J'ai lu un article l'autre jour qui disait qu'aujourd'hui, du fait des réseaux sociaux, etc., il y avait de plus en plus de relations à distance et qu'il fallait que ça ne dure pas parce que sinon, justement, les choses étaient amplifiées, les difficultés étaient amplifiées. Mais absolument. Puisque à partir du moment où on enlève de la relation la notion de synchronisation et d'accordage, et qu'on n'est plus que sur la pensée de ce qu'on pense de la relation et de ce que l'autre pourrait en penser, et donc on va faire de façon à ce que, effectivement, ça ne peut être que des one-shots ou des choses très courtes, puisque sinon, très vite, la réalité de la relation, ou plutôt de la non-relation, va devenir évidente. Mais comme il y a aussi aujourd'hui plein de gens qui ont du mal à se mettre en relation, pour tout un tas de raisons, cette modalité est aussi à la fois une solution qu'on n'est pas une, mais une solution pour rester en relation sans être en relation en fait. Il faut quand même prendre en compte que même si on est en 2024 et qu'il y a des réseaux sociaux, un être humain, ça reste un être humain, il a un corps et une tête. Oui. Quoi qu'il arrive. Et pour répondre donc à Roger, tu as parlé des tests que certains peuvent faire, mais
moi je vois aussi dans cette question peut-être éventuellement une insécurité de la part de certains hommes qui se disent « je suis testé ». Ben, oui, mais de la même façon. Ce que je veux dire par là, c'est que vouloir à tout prix essayer de coller ou de répondre aux attentes supposées de l'autre à travers des tests qu'il va faire, c'est rester dans la représentation de la relation ça. Et que de toute façon, de façon implacable, lorsque la relation elle se fait entre guillemets pour de vrai, soit ça synchronise, soit ça synchronise pas. Et que, en tant qu'homme comme en tant que femme, vouloir à tout prix maintenir une relation quand on n'arrive pas à synchroniser ou qu'on ne se sent pas bien, c'est un problème. C'est vrai pour les deux sexes et quelles que soient nos attirances sexuelles. Si on ne peut plus être attentif à nos sensations et à la façon dont on peut s'accorder et se synchroniser corporellement et du coup émotionnellement et psychologiquement et qu'il faut à tout prix répondre aux attentes de l'autre, ça peut devenir vite intenable. Oui, c'est ça. Mais oui. Oui. Franck te demande, j'ai toujours eu l'impression de combler dans l'intime, que faire pour éviter? Il y a deux choses là-dedans, il y a combler les relations. C'est quoi combler l'autre? Vaste débat. Est-ce que combler l'autre, c'est attendre qu'il vous renvoie « Ah, je suis comblé ». Ah, oui. Ah ben ça va mieux alors. Ouais. Comment on sait qu'on est comblé? Vaste question. Ouais. Quand un homme ou une femme dit à son partenaire « je suis comblé », comment lui, il sait qu'il est comblé? Et puis ça veut dire quoi être comblé? C'est quelque chose qui est là, c'est un mot « je suis comblé ». Mais on ne met pas tous la même valeur sur le terme combler. Donc, essayer en permanence de combler l'autre, c'est-à-dire essayer en permanence de faire quoi? Est-ce que combler, c'est que l'autre il soit heureux, qu'il soit rassuré, qu'il ait un orgasme, c'est extrêmement difficile. Donc, encore une fois, le fait de répondre aux attentes de l'autre, est-ce que c'est ça le combler? Peut-être, à condition que les attentes de l'autre soient comblables. Et soient dites. Oui, et qu'elles soient comblables. Parce que là encore, quand on est en difficulté dans des relations, ou soi-même qu'on a du mal à se mettre en relation, être comblé, ça devient extrêmement difficile. Mais c'est toujours très difficile de dire « j'ai du mal, moi, à me mettre en relation, donc c'est « je suis comme je suis, l'autre, il doit me combler ». Donc là, vas-y, comble-moi. Et là, ça devient extrêmement compliqué. Donc il y a déjà cette notion de combler. J'aurais tendance à dire que lorsque la relation elle est synchronisée, qu'on s'accorde et que tout le monde est OK, ça amène à quelque chose de, alors peut-être pas du comblement, parce que je sais pas combler, je sais pas trop ce que c'est. Mais oui, et personne ne sait vraiment dans la relation ce que c'est. Mais en tout cas, ça produit du bien-être, de la sécurité, des émotions positives et de la joie. Et donc, des pensées positives sur la relation et le fait d'être... Et là, je pense qu'effectivement, on est dans quelque chose d'équilibré. Dans certaines relations interpersonnelles et aussi sexuelles, les attentes sont pas forcément les mêmes, et il y a certaines personnes qui ont dans la sexualité surtout des attentes affectives et pas génitales, c'est-à-dire prendre du plaisir c'est bien, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que je sens dans moi que l'autre il m'aime et qu'il est attaché à moi parce qu'il m'aime. Et ça me comble. Oui, ça peut être ça. Oui. Pour d'autres personnes, ça peut être moi, je veux du plaisir sexuel sans forcément l'affectif. Pour d'autres, ça va être je veux du plaisir sexuel et de l'affectif. Et quand tout le monde est OK, la question du comblement, elle ne se pose plus. En revanche, si à chaque fois que l'on est en relation avec
un tiers et que ce tiers est insécurisé émotionnellement, insécurisé relationnellement ou insécurisé sexuellement, ou les trois en même temps, c'est-à-dire qu'il a dans lui des insécurités, il va demander à l'autre d'être rassuré. Qu'est-ce que c'est des insécurités sexuelles ? Des insécurités sexuelles, on en a parlé un peu, ça peut être des troubles d'érection, ça peut être du vaginisme. La sexualité devient insécurisante dans la relation, donc on demande à être rassuré. Et que du coup, si cette insécurité-là, elle est très importante, rassurer devient très difficile à mettre en œuvre et oblige l'autre à être simplement dans du prendre soin. Est-ce qu'on peut rassurer l'autre ? On peut rassurer l'autre, oui. Ça ne dépend pas de la sécurité intérieure de la personne. Si, c'est-à-dire que une relation est rassurante. En dehors de la synchronisation, je absolument. Mais une relation est rassurante, à mon sens, quand les deux sont rassurés, en fait. Oui, alors quand on est synchronisé. Voilà, et qu'ils n'ont pas forcément besoin, ils ont d'être rassurés tout le temps. Oui, c'est ça. Et que, en même temps, le fait de sentir la confiance chez l'autre et chez soi, c'est tellement génial et tellement bien que on a envie que ça dure. Parce qu'on est tranquille, en fait. Parce qu'on est tranquille. Oui, donc on ne peut pas, pour répondre à Franck, on ne peut pas combler ou rassurer l'autre si on n'est pas dans une relation déjà tranquille, synchronisée. Mais oui, parce que rassurer l'autre, ça peut être une quête effrénée, quoi. Ouais. Et ça met le sujet qui doit rassurer en situation d'incompétence en permanence parce qu'il peut en faire jamais assez. Ah oui. Et celui qui est censé être rassuré, bien souvent, son insécurité, elle est souvent présente depuis longtemps et que, n'étant pas dans lui suffisamment sécurisé et stable, il va attendre de l'autre d'être sécurisé, mais ça marche jamais. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment où il peut y avoir un doute. Est-ce qu'on peut dire que observer la sexualité qu'on a avec l'autre donne des éléments sur la relation et inversement ? Oui, absolument. C'est-à-dire que quand on est suffisamment tranquille, et c'est un défi d'être tranquille dans sa vie ou d'être suffisamment stable et sécurisé, on a tous nos sources d'insécurité, ce qui est évident, sinon on serait des IA. À partir du moment où on est des êtres humains, on a tous des insécurités. La question n'est pas d'en avoir aucune, c'est d'être au mieux sécurisé dans nos relations et dans nous avec nous. Et que c'est effectivement quelque chose qui se développe. Et qui ne se développe pas à 30 ans. Ça se développe depuis petit. Ce que je veux dire, c'est pas parce que quand on l'a pas eu petit, on peut pas l'acquérir. On peut acquérir plus tard. Mais ce que je veux dire, c'est le fruit d'un développement personnel qui t'amène à être plus stable et plus tranquille. Donc des apprentissages avec les autres, relationnels, de tout petit, avec ses parents, avec les copains, les amis, tout à fait. Et les amoureux, et les professionnels. Et qu'effectivement... Parce que même professionnel, je te coupe, ça apporte de la stabilité ou de l'instabilité qui a des conséquences sur la sexualité, on est d'accord. Mais bien sûr, parce que nos apprentissages relationnels au travail peuvent être délétères, c'est-à-dire nous faire nous sentir tout petits, minables, pas à la hauteur, mais peuvent aussi nous permettre de nous sentir plus solides, plus stables. Quand quelqu'un, je sais pas, il a une promotion, qu'on lui fait confiance, que du coup, il se met à faire des trucs qu'il ne faisait pas avant et que tout le monde est content, et ça met de la stabilité, de la solidité, de la sécurité à l'intérieur. Donc, petite blague, pour que je me sente bien, vous mettez des pouces. Absolument. Alors, est-ce important en conscience de le faire comme si c'était la dernière fois ? Y être impliqué, oui, puisque c'est une intention relationnelle. Quand on est dans une relation amicale, par exemple, on a l'intention, quand on est bien, on a l'intention de faire plaisir à son ami. C'est notre intention. Ce qui fait que quand on va aller vers lui ou quand on va l'accueillir, quel que soit le contexte, on essaye en conscience d'être le plus possible dans une intention à la fois de lui faire plaisir, mais pas que, c'est-à-dire de lui faire plaisir et puis nous faire plaisir à nous pour partager un moment agréable à deux. Et donc, forcément, de la même façon dans la sexualité,
il y a cette même dynamique d'intention relationnelle. Et en fait, quand je disais tout à l'heure que c'est une relation comme une autre, mais particulière parce qu'elle implique la sexualité, c'est-à-dire le sexe, mais pas que le sexe, enfin toute la dimension génitale du corps humain, c'est-à-dire tout ce qui donne du plaisir sexuel. Mais cette intention, elle est la même, c'est-à-dire qu'il y a l'intention de faire plaisir à l'autre, mais là encore, de façon réciproque, il y a aussi, dans le fait de faire plaisir à l'autre, la notion soit d'en profiter. Et inversement, il y a un moment où il y a cette intention, entre guillemets, en conscience, qui est l'attention qu'on porte à l'autre, à ses réactions, à ce qu'on sent de lui, etc., dans la sexualité, ce qu'on pourrait dire, comme je disais tout à l'heure, d'être hétérocentré, c'est-à-dire je suis plus sur moi, mais je suis attentif à l'autre, mais en même temps, d'avoir de temps en temps des moments où on n'est que attentif à soi, parce qu'on sait que l'autre est dans la même dynamique. Et là, du coup, c'est OK. Et en fait, en permanence, il y a un moment d'intention qu'on va dire consciente, et puis il y a aussi des moments où on n'a plus besoin d'être dans cette intention consciente, puisque la relation fait que, quoi qu'il arrive, ce que l'on a comme intention de faire plaisir et de prendre du plaisir, l'autre a la même. Comment on le sait? On ne le sait pas, on le sent. Et donc, la question de se dire, comme si c'était la dernière fois, d'ailleurs, pourquoi il faudrait que les dernières fois, elles soient extraordinaires? Des fois, les dernières fois, elles sont toutes pourries. Donc, on ne sait jamais pareil. Enfin, des fois, les dernières fois, elles sont... Puis des fois, les dernières fois, elles sont toutes pourries, puis des fois, on ne sait pas que c'est la dernière fois. Bah oui, parce que des fois, quelqu'un, on ne sait pas. Voilà. Alors, on peut avoir eu du sexe ou faire l'amour 3 jours avant, puis après, c'est fini. Et oui, c'est ça. Ou même 2 jours après. Donc, on ne sait pas que c'était la dernière, et pourtant... C'était la dernière. C'était la dernière. Comment on sait que c'est la dernière fois? Mais on pourrait même dire ça pour la sexualité chez les personnes âgées. Il y a toujours un moment où on fait l'amour pour la dernière fois. Pour de vrai. Puis après, il n'y a plus. Jamais. Mais si on savait quand c'était ce moment-là, c'est terrible. Tu me fais peur. C'est épouvantable de savoir ça. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que faire comme si c'était la dernière fois... Je pense qu'il parle d'intensité. Voilà. En termes d'intensité et d'intention, oui, cette intention-là, il faut l'avoir. Mais si on passe son temps à n'avoir que celle-là, ce qui se passe, c'est qu'on n'est que hétérocentré, c'est-à-dire on n'est plus attentif que à l'autre, et du coup, si on n'est plus attentif à soi, la relation peut devenir insatisfaisante, sauf si notre but relationnel dans la vie, c'est de s'oublier et de faire en sorte que l'autre, ça soit toujours bien. Et là, c'est très fatigant. Oui, et là, c'est l'âge clandestin. C'est des relations, c'est des relations que l'on retrouve dans d'autres enjeux relationnels que la sexualité, parce que quand on passe son temps à prendre soin, tout le temps, et à prendre soin, c'est une relation de parents et d'enfants. Ouais. Et qu'on se sent, nous, plus à protéger l'autre et à en prendre soin tout le temps. Ce qui veut dire, dans les deux cas, que nous, on sent qu'on est meilleur dans le fait de prendre soin, et c'est là qu'on sait bien faire, mais en face, c'est aussi quelqu'un qui a besoin qu'on prenne soin. Parce que sinon, ça ne s'accorde pas. Ça l'étouffe. C'est-à-dire que dans la synchronisation, elle ne se fait pas corporellement. Et en termes d'intention, c'est pas possible. C'est tu m'étouffes. Oui, c'est ça. Et ça ne marche pas. Et ça ne marche pas. Laurence te demande, si j'ai bien compris, quand on rencontre des difficultés, donc des conflits par exemple, dans son couple, du coup, ça va générer des difficultés dans la relation sexuelle et on va se sentir en insécurité. Alors, comment peut-on raccrocher les wagons? Alors, c'est deux choses différentes. C'est une question assez vaste en fait, que je vais essayer d'y répondre rapidement. En fait, là c'est pareil, il y a deux choses. Il y a la notion de conflit dans la relation,
pas forcément la relation sexuelle, et les impacts sur la sexualité. Oui, c'est ça. Le conflit, c'est, si on le prend littéralement, un conflit, c'est la manifestation de deux intentions ou de deux mouvements différents, relationnels. Donc, ils ne s'accordent pas. Donc, comme ils ne s'accordent pas, soit il ne se passe rien, il n'y a pas de conflit, mais il y a un éloignement, soit il y a le conflit. Mais ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est qu'il ne faut pas, à mon sens, se focaliser sur le conflit. Le conflit, c'est la résultante, c'est comment on va dire, la cerise sur le gâteau, en fait. C'est la fin du processus. Le conflit, c'est l'expression d'une désynchronisation et d'un défaut d'accordage. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde sur soit des éléments de vie, soit une façon de vivre la vie, soit même la façon de nos attentes et de nos besoins. Donc le conflit n'est que le symptôme, on va dire, d'un défaut de relation dans lequel on n'est plus synchronisé corporellement, on n'arrive plus à s'accorder. Traiter le conflit en tant que tel, en disant par exemple, voilà, on va apprendre à se parler pour comprendre l'autre, c'est bien, mais dans mon expérience de thérapeute, ça marche pas bien. Pourquoi ça marche pas bien? Parce que c'est comme s'occuper d'une fièvre sans traiter l'angine. Donc on va s'occuper des conflits. Mais il faut bien prendre en compte que les conflits, c'est la manifestation d'un désaccordage émotionnel, psychologique, induit souvent ou accompagné d'un défaut de synchronisation. On n'est plus sur la même longueur d'onde, où on sent plus les mêmes choses, ou sur des trucs, voilà. Et du coup, cette réalité-là donne le conflit. J'aimerais juste te poser une question et rajouter quelque chose. J'ai une pratique différente de la tienne, mais avec certains éléments directement inspirés de toi, d'ailleurs. Et j'ai vu que quand il y avait des émotions, que chacun était fixé sur sa propre émotion, tu vois, il n'y avait plus d'écoute de soi et de l'autre. C'est-à-dire que l'émotion prend toute la place, parfois dans certaines relations. Absolument. Ce qui fait que ça ne s'accorde plus. Mais oui, mais là aussi, c'est pas la cause. Non. C'est la conséquence. Disons que pour moi, les émotions, elles sont naturelles, évidemment, puisqu'on n'est pas des IA, on n'est pas des intelligences artificielles. Oui. Et qu'il faut d'abord s'occuper de cette émotion-là, d'abord se stabiliser soi, Absolument. Et de ses besoins derrière, et puis surtout être responsable de ça. Tu vois, pas le projeter sur l'autre. Et souvent, j'ai vu que les conflits, c'était un peu une histoire de projection de son conflit intérieur. Alors, cette émotion. Tu as raison, le conflit, c'est le symptôme d'un désaccordage et d'une désynchronisation. C'est ce que toi qui l'as dit. Moi, je parlais mais du coup, lorsqu'on est désaccordé, et lorsqu'on est désynchronisé, et désynchronisé dans ses sensations corporelles, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on n'est plus en phase corporellement, et que dans nos intentions, on n'est pas forcément sur les mêmes, immédiatement, ça peut mettre en insécurité. L'insécurité sur ce que va faire l'autre de ça. Ah oui, d'accord. Et que du coup, immédiatement, ça peut faire venir très vite des montées de charge émotionnelles, et que nos émotions nous appartiennent, mais qu'en tant qu'être humain, bien souvent, si on a des émotions, on va les attribuer au comportement de l'autre, et que si on est en colère, c'est de sa faute, parce que s'il n'y avait pas ci, s'il n'y avait pas ça, et puis machin, on ne serait pas en colère, et inversement, c'est-à-dire que c'est vrai pour l'autre aussi. Et donc en fait, cette montée de charge émotionnelle qui fait qu'effectivement, c'est la confrontation de deux niveaux émotionnels élevés et de reproches mutuels, c'est une tentative de resynchronisation en fait. Or, ça ne peut pas marcher puisque si c'est change et sois comme je veux, on va se resynchroniser. Oui, mais ça ne marche pas parce que l'autre est pareil. Donc ce que je veux dire par là, c'est que se focaliser sur le conflit en disant comment on peut être moins en conflit, ça nécessite de s'interroger sur quoi on n'est plus en phase. Et encore une fois, une synchronisation n'est pas
permanente et un accordage dans un couple n'est pas permanent. Mais si les conflits augmentent, deviennent réguliers, chroniques, sur les mêmes choses ou pas sur les mêmes choses d'ailleurs, plutôt que de dire comment on va faire pour moins s'engueuler, c'est qu'est-ce qui n'est plus en phase dans notre relation. J'avais entendu un ancien négociateur du GIGN. Il expliquait que dans les moments de négociation, il arrivait, la première chose qu'il faisait, si par exemple il y avait un gros problème, une prise d'otage, etc., il arrivait, donc par exemple derrière une porte, la première chose qu'il faisait, c'est écouter ce qui se passait. C'est-à-dire écouter le ton de la voix, les rythmes, etc., et entendre les phrases. Et ensuite, il fait ce que tu appelles synchronisation, c'est-à-dire qu'ensuite il enclenche le dialogue en écoutant donc les besoins de la personne, vraiment en écoutant ça, reformuler, bref, essayer de vraiment comprendre ce qui se passe derrière, et surtout les émotions, parce que moi je trouve que c'est quand même un petit peu la base. Et en faisant ça et en validant ça, ensuite il peut arriver à exposer ses propres demandes tout en... Voilà, c'était un peu son boulot, très intéressant. Absolument. Ben, d'une certaine façon, c'est ça. Oui. Sauf que la discussion, elle ne va pas porter sur qu'est-ce qu'on peut faire pour moins s'engueuler. Il faudrait qu'on s'écoute plus. D'accord, mais il faut peut-être s'interroger sur, qu'est-ce qui colle encore, qu'est-ce qui colle plus. Ah oui, tu vas directement là, toi. Qu'est-ce que j'attends pas. Dans les conflits, au départ... Oui, mais s'il y a conflit, un conflit, c'est la manifestation d'un élément sur lequel le couple n'est plus en phase et en relation. Soit parce que le contrat il a été changé et du coup c'était comme ça puis c'est plus comme ça, et que souvent, bien évidemment, chacun met sur l'autre la responsabilité, la faute, quoi. Et que moi je vois bien en tant que thérapeute de couple, le premier truc c'est qu'ils cherchent à me convaincre qu'ils ont raison. Ah oui. Oui, mais vu de leur point de vue, ils ont absolument raison. Ben oui. C'est pas le problème. Le problème c'est qu'ils ont tous les deux raison, mais ça s'accorde plus. C'est ça le problème. Et de là naissent les conflits, les disputes, les montées de charge émotionnelles et toutes les choses que tu décris. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand Laurence, elle dit les conflits, ils ont un effet sur la sexualité, oui, mais ça peut paraître bizarre ce que je vais dire, mais parfois certains couples ne gardent comme lieu d'accordage et de synchronisation que le sexe. Et tout le reste, c'est plus en ordre. Ce qui veut dire cependant que c'est une relation déséquilibrée. C'est-à-dire que si on ne peut plus s'accorder affectivement que dans le génital, il y a quand même tout un pan qui n'est plus en équilibre. À l'inverse aussi, il est évident que comme le désir, on en a parlé déjà, et la sexualité, c'est une intention relationnelle dans laquelle deux corps se synchronisent et dans lequel on va pouvoir s'accorder sur des intentions communes, il est évident que quand il y a des conflits et qu'il y a donc des problèmes sur des intentions communes qui manifestement ne sont plus communes, c'est bien souvent difficile de trouver chez le partenaire une intention commune dans la sexualité alors qu'on n'en a plus dans certains nombres de vies. Alors comment faire après ? Je pense qu'il y a aussi un réflexe qui est aussi un réflexe de symptôme. Si on avait moins de conflits, ça serait mieux. Si on avait plus de sexualité, il y aurait moins de conflits. Voilà. Ceci dit... Sauf que... Oh, excuse-moi. C'est encore une solution qu'on n'est pas une. C'est-à-dire que ce que ça peut traduire de la part d'un des partenaires ou l'autre d'ailleurs, qui peut être un reproche, il n'y a pas assez de sexe. Ok, mais il faut s'interroger sur les attentes et les besoins des deux. Soit ça a toujours été comme ça, et pourquoi à un moment donné ça pose plus de problème qu'à un autre, et puis des fois c'était pas comme ça, puis c'est devenu comme ça. Donc là encore, ça veut dire que la synchronisation et l'accordage affectif et psychologique sur des intentions communes, elle est plus là.
Donc reprocher à l'autre ou dire que s'il y avait plus de sexualité, il n'y aurait plus de conflit, c'est un leurre. C'est un leurre absolu. Le problème, il n'est pas là, on ne règle pas les conflits avec la sexualité. C'est ce que je disais tout à l'heure. Certains couples gardent une sexualité sympa et tout le reste autour, c'est compliqué. Et l'expérience montre que c'est extrêmement déséquilibré. Et la croyance selon laquelle on va se réconcilier sur l'oreiller, ça marche sans marcher, quoi. Ouais. C'est-à-dire que ça va créer quoi? Ça va créer un nouveau accordage ponctuel qui va rassurer pendant quelques moments, mais comme la relation est désaccordée ailleurs, inexorablement. Mais on arrive à s'accorder dans la sexualité quand on n'est pas accordé relationnellement. Et ben, c'est un des fois peu... on peut. Des fois on peut. Alors, donc, c'est-à-dire comme si la relation, elle est à la fois affective et génitale. Oui, sexuelle. Dans la sexualité, oui. Dans la sexualité. Et dans une relation de couple aussi. Il y a plus de l'un, plus de l'autre, autant des deux, peu importe. Tous les modèles sont OK. Mais ce que je veux dire par là, c'est comme ces deux composantes de la relation, la composante affective et la composante sexuelle, s'il y a moins de l'une et qu'on met un peu plus de l'autre, ça peut faire illusion à un moment. Si on met plus de l'un et moins de l'autre, ça peut faire illusion à un moment. Le problème, c'est que si tout le monde est d'accord, c'est OK. Si tout le monde n'est pas d'accord, c'est pas OK. Et que considérer que des conflits sont liés à un manque de sexualité, c'est un leurre. Parce que, OK, il y a un manque de sexualité, mais s'il y a un manque de sexualité, c'est qu'il y a un manque de relation. Il y a quelque part un truc qui ne s'accorde pas et qui ne se synchronise pas. Donc c'est comme ça que je pourrais répondre. C'est comme ça que tu pourrais répondre. C'était les réponses à vos questions du docteur Dubos, donc les questions qui concernaient cette relation très particulière qu'est la sexualité. Et alors vous avez vu, hein, c'est une vidéo qui a été tournée en 2024. Aujourd'hui, on est donc plus d'un an après. Donc ça, c'est pour vous parler un petit peu de l'actualité de ma chaîne. J'avais mis, parce que je n'avais pas du tout le temps de faire le montage, donc j'avais mis les choses en pause. Quand je dis les choses, je parle du montage. Et puis j'avais continué à travailler avec Antoine sur la chaîne Miasme TV. Donc ça, c'est pour l'actualité de mes activités. Puis j'écrivais énormément d'articles. Aujourd'hui, j'ai fait une pause sur l'écriture des articles. Et je reprends le montage. Donc la suite arrive très 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 bientôt, peut-être, je ne sais pas, 2 semaines, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est sûr, pas autant de temps. On se retrouve très très bientôt. Au revoir.